Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Mon nom c'est Jerry. Et moi c'est Mardo. Aujourd'hui, on est vraiment ravis de recevoir une sommité dans le domaine de la paternité au Québec. Il est directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité, Raymond Villeneuve. Bonjour Raymond. Salut, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Parler de paternité, pour moi, là, c'est toujours un grand bonheur. Ah, c'est nice. Alors, si on peut rentrer tout de suite dans le sujet, on aimerait ça apprendre à te connaître un peu plus. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Raymond Villeneuve? Oh oui, c'est une grande question, hein? C'est qui on est, qui on est. C'est sûr, moi, je suis d'abord un père. J'ai 2 grands-enfants, maintenant 22 ans, 24 ans, donc c'est des jeunes adultes. Ils prennent leur élan dans la vie. Et la paternité, bien sûr, c'est une passion dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Et j'ai la chance, depuis 2005, d'être le directeur du regroupement pour la valorisation de la paternité. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est profondément important pour moi. La paternité, la relation avec les enfants, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a tellement de dimensions dans la paternité, là. J'en ferai jamais le tour. Alors, je me considère comme privilégié de faire ce métier-là dans la vie. Merci. Je veux juste dire quelque chose par rapport à qui tu es comme personne, puis ce que ça représente pour nous. Étant un podcast sur la paternité, je pense que quand on a eu l'opportunité de t'interviewer, c'était comme notre Coupe Stanley pour nous autres. Là, fait qu'encore merci d'avoir accepté. On voulait savoir, par rapport à ta paternité, en fait, quand tu as appris que tu allais être père pour la première fois, ça a été quoi ta réaction? Ça a été, écoutez, c'est sûr c'était un choix. Des fois, dans la vie, on ne le choisit pas toujours. Moi, c'était vraiment un choix, puis c'était un grand bonheur. Pour certains hommes, des fois, ça peut être très stressant de devenir père, parce que là, tu dis, comment je vais réussir à faire vivre mes enfants, est-ce que je vais réussir à organiser ma vie personnelle et tout ça. Puis moi, ça m'a comme vraiment focusé, ça m'a grandé, puis ça m'a donné plein d'énergie. Dans ce temps-là, j'écrivais des pièces de théâtre. Puis dans l'année et demie qui a suivi la naissance de Gabriel, mon premier enfant, j'ai écrit 6 pièces de théâtre. Puis ils ont toutes été montées, ils ont toutes été produites. J'étais vraiment en feu, là. Fait que la paternité, là, ça m'a vraiment donné de l'énergie. Puis l'anecdote aussi qui est intéressante, c'est que avant d'avoir Gabriel, mon fils, j'arrivais pas à gagner ma vie comme auteur de théâtre. Puis tu sais, gagner sa vie comme auteur de théâtre au Québec, c'est vraiment difficile. Okay. Et là, quand j'ai commencé à penser aux enfants, je me suis mis à écrire des comédies. Et mes comédies ont très bien fonctionné au Québec. Et j'ai gagné ma vie très bien pendant 7-8 ans avec mes droits d'auteur de théâtre. Puis je pense que c'est vraiment la paternité qui m'a donné ce drive-là d'écriture. Alors, ça a été merveilleux, magnifique. Wow. Honnêtement, c'est pas la première fois qu'on entend ça, que la paternité devient comme un catalyseur de plein de projets pour des hommes. Tu sais, c'est intéressant que pour toi aussi, ça a été ça. Puis il y a toutes sortes d'expériences. Des fois, ça peut être plus difficile. Hein? C'est pas toujours comme ça, mais dans mon cas, ça a été là. C'est comme si ça m'a donné comme ma place dans l'univers, un peu. Là, tu sais. D'un coup, je suis là, j'ai mes enfants, je savais ce que je faisais, je savais pourquoi je me levais le matin. Alors, ça a comme simplifié les choses pour moi. Alors, c'est vraiment un grand bonheur. Wow. Puis, si on te demandait, quel est le plus gros défi que tu vis ou que tu as déjà vécu en lien avec ta paternité? Écoutez, c'est sûr qu'il y en a plein, puis c'est personnel à chaque personne. Moi, j'ai des grands-enfants, des jeunes adultes, et la période est tough, hein, à l'heure actuelle, c'est vrai. Pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Et je sens vraiment chez mes enfants, mais chez beaucoup de jeunes, qu'il y a vraiment une angoisse, une anxiété très forte. Et ça me préoccupe beaucoup. Et comme père, des fois, j'essayais comme de les rassurer, de leur expliquer « oui, mais c'est pas si pire » et tout ça. Puis j'ai compris que ce qui était important maintenant, c'est d'écouter. Puis c'est pas toujours facile, hein, comme père, comme mère, on veut dire à nos enfants « fais ci, fais ça, fais-toi-en pas, la vie, c'est comme ci, c'est comme ça ». Puis des fois, plus les enfants sont grands,
Je pense qu'il faut juste se mettre à off puis être vraiment capable de recevoir l'émotion que les gens vivent. Puis des fois, c'est le plus grand cadeau qu'on peut faire. Ça demande de l'humilité, mais je pense que c'est ça maintenant qui est le plus important pour moi, c'est d'être vraiment, vraiment à l'écoute de mes enfants. Wow, d'offrir une vraie écoute active, comme on dit. Wow. C'est un beau défi parce que quand tu y penses, et puis tu l'as mentionné, en tant que parent, en tant que père, je pense que on ne se le cachera pas, on a toujours cette position d'autorité aussi envers nos enfants, mais on ne veut pas nécessairement toujours leur dire quoi faire, mais de prendre le temps de les écouter pour être en mesure de les conseiller sans nécessairement les dire quoi faire, si tu vois ce que je veux dire. Alors, mais... Wow, je trouve que c'est un bon point quand même, définitivement. Oui, c'est ça en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que, en tout cas, humblement, quand on élève des enfants, ce qu'on dit a une importance, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'on fait. Hein, l'exemple que je donne toujours, si tu fumes devant tes enfants, tu leur dis « ne fumez pas », ce qu'ils retiennent, c'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu fais. Ça, c'est vrai. Donc, au niveau de nos valeurs, de nos comportements, de ce qu'on veut transmettre, il faut le faire plus que le dire. Et ça, c'est très exigeant. Hein? Si on dit à l'autre, fais ci, c'est facile. Mais si on dit qu'il faut que je commence moi par le faire, fait que ça, c'est un beau défi de se donner ce défi-là. Oui, puis on devient meilleur en fait, à cause de ça. Voilà. Parce qu'on a comme cette pression, cette responsabilité-là de pas d'influence sur nos enfants. Fait qu'on est plus sensible à ces choses-là. Donc, veut pas, ça nous conscientise et on agit différemment. Puis l'autorité, maintenant, les enfants l'acceptent de moins en moins. Hein? Pour de vrai? Je ne sais pas, vous autres, peut-être que chez vous, c'est différent, mais on est dans un monde où les stratégies d'autorité fonctionnent moins. C'est vrai. Alors, c'est plus une espèce d'autorité morale, donc, puis d'intégrité, puis de cohérence avec comment on agit, ce qui fait que c'est plus exigeant, mais comme tu dis, ça peut nous amener à nous dépasser nous-mêmes. Ouais. C'est tellement bien dit, pour de vrai. J'essaie de passer à des exemples là, de ma mère dans le temps, puis j'étais comme, en tout cas, il a raison. T'as raison. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine communautaire? Je parlais tantôt que j'écrivais des pièces de théâtre. Et un moment donné, la question des hommes, des pères me préoccupait. Puis j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre sur les hommes et sur les pères. Et pour écrire ces pièces-là, j'ai fait de la recherche et j'ai rencontré des gens du milieu communautaire qui étaient des intervenants auprès des hommes, auprès des pères. Et ces gens-là, entre autres Yvon Lemay, Manuel Prats, ces gens-là m'ont profondément touché. Les gens qui se lèvent le matin et qui disent « Comment est-ce que je pourrais aider les gens autour de moi? Comment je pourrais faire en sorte que les gens les plus mal pris aient une journée plus belle? Comment je pourrais faire en sorte qu'un père, sa relation soit meilleure avec son enfant? » Bien, ces gens-là, ils me touchent, ils me bouleversent. Et tout d'un coup, j'ai comme trouvé ma famille. Moi, j'ai aucune étude dans le domaine social. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un éducateur spécialisé, je ne suis pas un travailleur de rue. C'est vraiment juste ce contact-là qui, dans le fond, a changé ma vie parce que cette foi-là, cette passion-là de ces gens-là m'a vraiment capté. Puis je me suis dit, j'ai trouvé ma vraie famille, puis c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est vraiment le contact avec des intervenants qui a changé ma vie. Puis, tu sais, c'est parce que tu as mentionné travailleur de rue, puis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà été travailleur de rue, puis coordonnateur clinique d'un organisme en travail de rue. Puis ce que je disais à mes intervenants tout le temps, ceux des fois qui n'avaient pas nécessairement les études en travail social, je leur disais, pour être intervenant, premièrement, il faut que tu le sois. Il faut que tu le sois dans ta vie en général. Et puis, on est tous son propre outil de travail. Alors, si pour toi, c'est important d'accompagner les gens par rapport à ce qu'ils vivent, c'est quelque chose qui vient te chercher, alors tu fais partie de la famille communautaire. Tu sais. Alors, mais c'est beau ce que tu dis. Alors, tu sais, des fois, on va rencontrer des gens sur notre chemin, puis leur passion se transmet en nous, puis après, on se dit, je suis-tu vraiment à ma place ou pas? Alors, mais en tout cas, moi, je suis content, définitivement, que tu as décidé de prendre ce chemin-là, parce que je pense que tu fais une énorme différence pour le communautaire et pour les futurs papas, définitivement. Oui. On parle de paternité, mais
ça n'a pas toujours été comme c'est maintenant, la paternité. Fait que, peux-tu nous parler un peu de l'évolution de la paternité au Québec? Oui, c'est sûr que ça, comme tu dis, ça a vraiment beaucoup changé. Ouais. Écoute, si on fait l'histoire courte, parce qu'on préfère en parler pendant des heures et des heures de temps, mais dans le fond, c'est que il y a 30, 40, 50 ans, c'est beaucoup plus le modèle du père à l'extérieur de la maison. Donc, le travail, la cour, le garage, le sous-sol, le barbecue, les vacances. Et les mères à l'intérieur de la maison. Les enfants, la cuisine, le ménage et tout ça. Et le modèle était vraiment chacun son territoire. Et là, particulièrement des années 60, 70, ça avait commencé un petit peu dans l'après-guerre, bien là, les femmes se sont dit, nous aussi, on veut se réaliser professionnellement, donc on veut sortir de la maison, on veut avoir des carrières. Et là, il fallait un moment donné qu'il y ait un équilibre. Parce que c'était pas juste que les femmes aient toutes les responsabilités familiales si elles allaient travailler, et que les pères, dans le fond, n'aient que, entre guillemets, les responsabilités professionnelles. Ce qui fait qu'il y a eu comme une espèce de rééquilibrage. Les femmes sont sorties de la maison et à ce moment-là, les pères aussi sont entrés davantage dans la maison. Et c'est très bien de dire que et le père et la mère et l'homme et la femme peuvent se réaliser professionnellement, puis ont aussi des responsabilités familiales. Et là, c'est sûr que depuis les années 70, ça a beaucoup progressé. Quand on regarde les statistiques, on voit au niveau du temps passé avec les enfants, les pères passent quand même beaucoup de temps avec les enfants. Au niveau du partage des tâches, il y a encore des écarts importants entre les hommes et les femmes. Au niveau de la charge mentale aussi. Mais il y a vraiment une progression très positive vers une parentalité plus égalitaire. On n'est pas rendu là, il y a encore du travail à faire. Mais je pense que la révolution la plus importante, c'est que tout le domaine de la relation affective avec les enfants, bien, les jeunes pères, particulièrement les 18 à 34 ans, pour eux, c'est vraiment important de ne pas juste être un père pourvoyeur. C'est important pour eux autres de voir leur enfant grandir, de donner des soins, de voir day-to-day ce qui se passe. Et ça, cette importance-là de la relation affective, je pense que c'est le changement le plus important qui s'est passé, puis on le voit vraiment de plus en plus. Donc, un grand chemin qui est fait, encore du chemin à faire, mais on a vraiment fait quand même beaucoup de chemin depuis les années 50, 60, 70. Puis tu dirais, par rapport au Québec, comment on se situe dans le monde par rapport à la paternité? Ce qui est clair, il n'y a pas une étude pleinement objective, comparative de tous les pays du monde, mais avec toutes les études que j'ai vues, c'est clair qu'au Canada, il n'y a pas de doute, les pères québécois sont les plus engagés si on compare à toutes les provinces du Canada. Okay. Si on compare aux États-Unis, les pères québécois, si on regarde le nombre d'heures par semaine, sont beaucoup plus engagés. Les pères québécois sont plus engagés que les pères français, suisses, italiens et tout ça. Quand même. Mais les pères scandinaves sont pas mal les champions au monde. Les autres sont encore en avance. Là. Okay. Fait qu'on a encore un petit challenge là, pour les rejoindre. Mais quand même, on est parmi les sociétés les plus égalitaires au monde. Il y en a qui sont meilleurs que nous, mais on n'est pas si mal quand même. Puis qu'est-ce que les Scandinaves font de plus que nous? Parce que ça fait quand même, eux autres, 30-40 ans qui ont des politiques égalitaires très fortes. Le congé de paternité en Suède, je pense que c'est 15 semaines. Au Québec, c'est 5 semaines. Les mesures sociales, l'éducation, l'égalité, c'est très fort. Fait qu'ils ont vraiment des politiques sociales pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui sont encore plus fortes qu'au Québec. Fait que ça, c'est clair que ça leur fait vraiment une différence. Fait que le changement va venir par le politique, d'après toi, ou? C'est un peu tout ça. C'est sûr que le politique peut initier les choses, mais il faut aussi que les gens le reprennent. Puis au niveau du Québec, on avance, mais il y a encore, c'est ça, il y a encore du chemin à faire. Au niveau politique, on fait du chemin. Il y a des mesures intéressantes dans les dernières années qui sont arrivées, mais il y a encore du chemin à faire aussi. Fait que c'est un cocktail un petit peu de tout ça, de changement social, de mentalité, de politique publique, de service à la famille, de discours social, de réflexion sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais de façon assez nette, là, on s'en va dans la bonne direction quand même. Ben oui, définitivement. Puis là, on sait que, personnellement, je le sais aussi parce que je travaille pour cette organisation-là, mais c'est quoi le RVP? Est-ce que tu pourrais expliquer pour le monde à la maison qui nous écoute, le regroupement pour la valorisation de la paternité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça offre comme service? Ouais. Donc, nous, on n'est pas un organisme de service direct à la population, mais on a plein d'organismes, membres chez nous, qui offrent, eux, des services à la population.
Donc, nous, en fait, on regroupe 150 organismes, une centaine d'individus, toutes des personnes, des organisations qui ont vraiment à cœur la paternité. Et nous, notre grand projet, notre grand rêve, dans le fond, c'est de transformer la société québécoise pour faire en sorte que les pères puissent vraiment jouer pleinement leur rôle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'abord, on fait des représentations politiques auprès des différents ministères, on fait des études, des recherches, on envoie des communiqués de presse pour dire « Hey, les pères existent. Quand on pense à la famille, il y a les mères, les enfants, c'est super important, mais il y a aussi des pères. » Donc, représentation politique. Deuxièmement, on travaille beaucoup avec nos partenaires pour adapter les services à la famille, pour qu'ils donnent la place aussi aux pères. Parce que, encore souvent, les services à la famille sont souvent dans une logique mère-enfant. C'est très bien, mais si on veut avoir une société plus égalitaire, il faut que quand on donne des services à la famille, on ait aussi le réflexe paternité. Et ça, c'est un volet important de nos actions auprès des organismes communautaires à famille, des haltes garderies, des municipalités, des centres de ressources périnatales, auprès des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. On est toujours un petit peu la petite voix qui dit « il y a des mères, il y a des enfants, c'est super important, mais il y a aussi des pères, il ne faut pas les oublier ». Et Mardoché travaille particulièrement là-dedans pour accompagner les organisations, pour apprendre à faire aussi de la place aux pères. Et finalement, on fait des campagnes dans l'espace public pour parler de la paternité, là, entre autres à l'occasion de la Semaine québécoise de la paternité. C'est un gros mandat, ça. Sérieusement, c'est très bien décliné, là, qu'est-ce que vous faites, puis c'est un gros travail. C'est comme vous êtes le garde-fou pour la paternité, en fait. On essaie. C'est sûr, comme tu dis, c'est ambitieux, mais c'est ça qui nous tient aussi... Parce que dans la vie, des fois, si on veut changer le monde, il faut commencer par rêver. C'est vrai. Si on est juste réaliste, on ne fera pas grand-chose. Fait que le projet est grand, hein, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pas rien. Là. Je me lève le matin et je dis, OK, moi, là, je vais changer le monde. Je vais aller voir les ministres, puis je vais leur dire, les pères, c'est important. Puis on va aller dans les organismes de services, on leur dit, les pères, c'est important. Puis on va aller dans l'espace public, sur Facebook, on va dire, les pères, c'est important. Mais ce qui nous encourage, ce qui nous nourrit, c'est qu'il y a plein de gens qui trouvent ça aussi important. Exactement. Si j'étais tout seul à dire ça, ça ferait longtemps. S'il y avait juste moi puis Mardo, ça ferait longtemps qu'on ferait plus ça. Sauf que notre groupe, notre gang est de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de personnes qui trouvent ça important. Fait que c'est une roue qui tourne. Hein? L'énergie nous nourrit. Puis on se dit, ben, on change peut-être pas tout le monde au complet, mais on change des petits bout par petit bout, puis on avance. Puis à chaque année, il y a des nouveaux projets, des nouveaux partenaires, des nouvelles actions, ce qui fait que ça, c'est extrêmement nourrissant. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'à chaque année, le RVP, vous organisez une super conférence. Ouais. Alors, maintenant, malheureusement, à cause de la situation de la pandémie, ce sera peut-être pas possible pour les gens de se rassembler. Alors, qu'est-ce que au RVP, vous comptez faire pour cette super conférence? On va faire, comme beaucoup des organisations, on va faire un colloque en ligne, un colloque virtuel. Et on est absolument convaincus que ça va être encore plus fun que d'habitude. Parce que la façon de faire du RVP, c'est qu'on a toujours beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité. Et lors du colloque, les gens sont contents parce qu'ils se retrouvent. On est 300 personnes qui venons de toutes les régions du Québec. On retrouve la gang, on retrouve les amis de la Côte-Nord, de la Abitibi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, ce qu'on veut essayer de faire dans notre événement, c'est que cette chaleur-là, ces retrouvailles-là soient présentes aussi et qu'également qu'on transmette des connaissances aux intervenants sur la paternité, sur les pères immigrants, sur les pères, sur toutes sortes de réalités de pères pour aider, dans le fond, les gens qui travaillent avec la famille à mieux travailler aussi avec les pères. Donc, gros événement, 18 février prochain, en ligne. Vous pourrez avoir l'information pour vous inscrire. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. 18 février, guys. À ne pas manquer. Donc, tu as fait beaucoup de choses dans ta carrière. Écrit des pièces de théâtre, maintenant ton rôle au RVP. Mais une chose que tu as faite également, c'est que tu as écrit un livre. Oui. Qui s'intitule « 10 pères, 10 histoires ». J'aimerais que tu nous en parles un peu du processus par lequel tu as pondu cet ouvrage. Oui. Au Québec, avec le milieu communautaire, il y a beaucoup d'innovations sociales absolument remarquables. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Au Québec,
souvent, on aime mieux parler des choses qui vont pas bien que des choses qui vont bien. Mais il y a aussi des choses qui vont bien. Puis dans le milieu communautaire, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Les maisons oxygènes, c'est des maisons d'hébergement père-enfant pour les pères en difficulté. Et ça, c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autre endroit sur la Terre où il y a un endroit où un père qui se retrouve seul avec ses enfants, ou un père qui a besoin d'hébergement pendant une séparation difficile, ou qui a une garde partagée qui est compliquée, qu'il n'y a pas d'autre endroit où on peut les héberger. Et au Québec, au moment où j'écris ce livre-là, il y en avait une. Maintenant, il y en a 16, je pense, maisons oxygènes. Alors, c'est absolument une innovation sociale spectaculaire. Et moi, le privilège que j'ai eu, la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a demandé d'écrire un livre pour raconter l'histoire de 10 pères. Alors, j'ai rencontré ces 10 hommes-là qui traversaient des grandes difficultés, qui sont assis devant moi puis qui m'ont raconté leur vie. Et chacun des pères voulait vraiment tout me dire, tout me raconter. Alors, l'entretien a duré 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et ils me racontaient leur vie au complet parce que pour eux, c'était important de témoigner pour aider les autres. Et en témoignant pour aider les autres, bien, ça les aidait à donner du sens à leur propre histoire. Hein, quand on se raconte, on s'apprend soi-même. Et dans ce livre-là, il y a des histoires très touchantes, très bouleversantes. Des histoires, des fois, qu'on ne peut pas imaginer que les pères vivent des situations. On ne pense pas toujours aux difficultés des hommes, aux difficultés des pères. Et là-dedans, il y a plein d'exemples de pères qui ont vraiment vécu des choses très difficiles. Et pour ces pères-là, souvent, c'est l'amour qu'ils avaient pour leur enfant qui les a sauvés. Et c'est même pas une figure de style, là. Vraiment, pour plusieurs, ça a sauvé leur vie. Parce qu'ils se sont dit, moi, je suis un pas bon, je ne vaux pas grand-chose. Par contre, pour mes enfants, il faut que je fasse de quoi. Et pour leurs enfants, souvent, ces hommes-là se sont repris en main. Ils ont fait des thérapies, ils ont arrêté de consommer pour se reconstruire, pour essayer de soutenir leurs enfants. Alors, c'est toutes des histoires vraiment bouleversantes, touchantes, de personnes des naufragés de la vie, souvent, mais qui se sont dit, pour mes enfants, ça vaut la peine que je me reprenne en main. C'est, en tout cas, pour ceux qui voudraient se procurer le livre, vous pouvez communiquer avec nous au RVP pour avoir ce magnifique livre en main. J'ai pas de mots pour expliquer les histoires vraiment qu'on rencontre dans ce livre, mais en tout cas, c'est vraiment un bon livre. Puis en plus, qu'on parle des maisons oxygènes, dernièrement, aujourd'hui, je suis tombé sur une pub de les maisons oxygènes sur Facebook. Ça m'a fait pleurer. Des témoignages d'enfants qui parlent de leur papa, puis qu'est-ce que la maison oxygène a emmené à leur papa et à eux-mêmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les maisons oxygènes, désolé, allez consulter sur eux, allez voir ce qu'ils font. Puis comme Raymond a mentionné, ça existe nulle part ailleurs. Un centre où ce qu'un papa puisse aller prendre un moment de répit avec ses enfants. C'est vraiment génial qu'est-ce qu'ils font. L'idée est superbe. Alors, je te salue définitivement pour ce C'est ça. Moi, je ne travaille pas avec les maisons oxygènes au quotidien. J'ai eu la chance d'écrire ce livre-là. Puis les maisons oxygènes sont des partenaires proches du RVP, là. Et c'est sûr que donc les maisons oxygènes, au Québec, il y a des programmes originaux comme Relais Père, comme avec Papa c'est différent. Il y a beaucoup de choses. Et au niveau des services aux pères, au Québec, ça, je suis pas mal certain qu'on peut dire qu'on est pas mal les champions mondiaux du service aux pères. On est on top. C'est une grosse fierté. Moi, je suis fier de ça, honnêtement. Puis, non, mais par rapport aux maisons oxygènes, j'avais juste une petite chose à dire. Quand tu as dit le fait que les enfants ont sauvé le père en tant que tel, là, ça, c'est encore là, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Là. On entend souvent, puis, tu sais, moi, personnellement, comme j'ai vécu des trucs, puis des fois, qu'est-ce qui te fait comme snap out, qu'est-ce qui te fait focus, c'est tes enfants. Là. On a fait une étude auprès de 2000 hommes, puis on leur a demandé ce serait quoi les raisons pour lesquelles vous consulteriez, vous iriez chercher de l'aide. Et la première raison,
les pères nous ont dit, les hommes, c'est s'ils constataient que leurs difficultés avaient un impact sur leurs enfants. Plus que les idées suicidaires, plus que tout ça, c'est la première raison. C'est un moteur extraordinaire de changement, de transformation, la paternité, et on le sous-estime souvent, vraiment. Beau message que tu viens de dire. C'est vrai que dans beaucoup de contextes, la paternité, des fois, elle est sous-estimée. Mais, et puis, avec même les invités qui viennent ici, on l'entend, c'est tellement un facteur de réussite aussi pour certains papas. Le fait de devenir père les a poussés à aller plus loin dans des idées qu'ils avaient. Alors, merci de partager ça avec nous, définitivement. Ouf! Des grosses émotions, hein? Ouais. Je pense qu'on aurait dû le booker pour 2 heures. Alors, moi, j'ai plein de choses à raconter sa paternité. C'est infini, ce sujet-là. Mais pour de vrai, Raymond, je voulais vraiment te remercier d'avoir pris du temps pour venir parler avec nous, pour venir partager ton amour pour la paternité. Ça se ressent quand tu parles. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les organismes, pour la paternité au Québec et de la part de la production et de nous-mêmes. On te remercie encore une fois. Alors, c'est ça. Merci de votre invitation. Ça nous a fait plaisir. Yes. Le plaisir est à nous, en fait.